pleine mer des Antilles, une cigarette de 12 mètres fonce dans la nuit. Cargaison, près de 2 tonnes de cocaïne colombienne pure. Valeur à la revente, 300 millions de dollars. Ces bateaux, la DEA les appelle des Go Fast. Ils ont compris que les avions étaient dans notre ligne de mire et ils ont décidé de prendre la mer. Ils arrivent de Colombie ou du Venezuela avec rien d'autre que de la cam et du carburant. À plein gaz, ils frôlent les 160 km à l'heure. Les vedettes de la police ou des gardes-côtes n'ont aucune chance. La plupart des Go Fast n'atteignent jamais les côtes américaines. C'est inutile. La République dominicaine est suffisamment proche. Ce paradis touristique de 10 millions d'habitants sert de plaque tournante aux trafiquants. La République dominicaine joue un rôle majeur. C'est une catapulte. De la Colombie à la République dominicaine, puis aux États-Unis. De là, les cartels expédient leur production vers les villes de la côte Est. Lorsqu'un bloc de coke arrive à Porto Rico, Miami ou New York, son prix flambe immédiatement. Le kilo qui vaut 9 000 $ ici passe à 35 000 à New York. Le bénéfice est énorme. Les profits de la cocaïne transforment rapidement cette île de rêve autrefois isolée en paradis pour narcotrafiquants. Une petite brigade de la DEA est chargée de les pourchasser. Des super flics, armés uniquement du système de surveillance et de leur détermination, et épaulés par des policiers dominicains dévoués. Les agents spéciaux Tony, Kojak et Matt. Pour des raisons de sécurité, nous ne révélerons pas leur vrai nom. Ce que nous pouvons vous dire, c'est qu'ils espèrent procéder à la plus grosse saisie de leur carrière. Une autre cigarette se dirige vers eux. Cette enquête a démarré sur la foi de plusieurs sources et nous a mené à un groupe qui transporte de grosses quantités par bateau. L'affaire a commencé il y a quelques mois, lorsqu'un Go Fast a été repéré au large de l'île. Nos gars sont montés à bord. Ils ont saisi 616 kilos et arrêté 2 individus. Les autres sont toujours dans la nature. Ils planifient la même opération. La drogue est destinée à Porto Rico. On compte bien les en empêcher. Mais l'océan est vaste. Sans bateau et avec un seul hélicoptère de la police locale, il est presque impossible de localiser le hors-bord. Heureusement, la DEA et les flics du coin reçoivent une aide cruciale. Ce P3 de la police des frontières file un Go Fast transportant plus d'1 tonne de cocaïne. 4 moteurs, sûr et certain. Le bateau est chargé à bloc. Cette fois, les pilotes ont de la chance. Ils ont réussi à prévenir une vedette de la police qui l'a pris en chasse. La vedette éclaire le bateau des passeurs par intermittence. Ok. Les contrebandiers n'attendent pas pour jeter les ballots à la mer. Je crois qu'ils en balancent d'autres. Oui. 11, 12. Ils vont échapper, je crois. Ouais, les mecs du bateau ont sauté à l'eau. Les flics sont trop près. L'équipage saute de la cigarette à pleine vitesse. Sans personne à la barre, le hors-bord fonce aveuglément et finit sa course à l'intérieur d'un petit port. Ce bateau, waouh!
villageois sortent pour voir les dégâts. Il a endommagé plusieurs maisons. Quelques secondes plus tard, les habitants se précipitent pour piller ce qui reste de cocaïne. Sur la plage, les trafiquants courent se mettre à couvert. Les policiers, qui se sont échoués derrière eux, se lancent à leur poursuite. Attends. Il a contacté l'autre Go Fast pour qu'il vienne chercher les ballots avant qu'ils soient volés. De toute façon, la police n'a qu'une vedette. Mais qui sait ce qui reste dans le bateau? La police parvient rarement à approcher les trafiquants d'aussi près. Sur 5 Go Fast transportant 1 tonne chacun, on va peut-être en arrêter un. Mais 4 passeront. Ça veut dire 4 tonnes de cocaïne qui entrent en République dominicaine et qui réapparaîtront en Europe ou aux États-Unis. En voici un qui n'est pas passé. Kojak et Tony l'examinent de près pour en savoir plus sur les méthodes des passeurs. De la nourriture, des conserves. Ils prévoyaient un long voyage. La cigarette est remplie de bidons de carburant vide. En dehors de la cocaïne, c'est sa plus grosse cargaison. Elle a consommé près de 2500 litres pour venir de Colombie jusqu'à la côte dominicaine. C'est un bateau relativement petit, qui ne transporte que de la cam et assez de carburant pour atteindre la République dominicaine ou les eaux internationales au large de l'île. 3 énormes moteurs. Flambant neuf. Il fait 14 mètres de long et loge 3 moteurs hors bord pour un total de 750 chevaux. À plein régime, il file à 145 km/h. C'est un filtre à eau? Regarde, il y a un autre filtre à eau devant. Ah d'accord. On voit qu'il a fait plusieurs traversées. Vu son état, il n'est pas tout neuf. Il a bourlingué. Seule une poignée d'agents de la DEA opère en République dominicaine et les ressources locales sont maigres. Il ne sera pas facile d'arrêter le prochain Go Fast. Nos chefs savent qu'on bosse. S'il faut faire le tour du cadran, je le ferai. C'est comme les joueurs de baseball. Ils sont payés pour frapper la balle. Nous, on est payés pour arrêter les sales types. Allô? Les agents voient rarement les trafiquants en action, mais ils peuvent les écouter depuis leur QG de Saint-Domingue. Apparemment, il y a un type qui a expédié des marchandises dans le nord. Il s'est retrouvé coincé et il est reparti. Alors, qu'est-ce qu'on fait? La permanence est assurée jour et nuit par le personnel de la DEA et des membres fiables de la police dominicaine, l'unité des enquêtes sensibles. Leur outil principal, l'écoute téléphonique. Parmi les interceptions du jour, une conversation a retenu toute leur attention. Elle concerne le bateau qui doit arriver. C'est un type qui veut acheter 2 moteurs. Il a contacté quelqu'un d'ici pour conclure l'affaire. 2 moteurs supplémentaires pour un bateau. Pour un Go Fast qui quitterait Carthagène d'ici 2 jours. Ils n'attendent que les moteurs. Dès qu'ils les auront, ils pourront partir. Cet appel leur fournit de précieux renseignements. Le pilote du hors-bord est toujours à Carthagène, en Colombie. Mais il chargera bientôt sa cargaison de cocaïne et prendra la mer. On n'a plus qu'à attendre l'appel des acheteurs. Et en général, ils ne se lèvent pas avant midi, 1h, vu qu'ils sont debout toute la nuit, surtout le vendredi soir. Ils ont dû sortir et faire de bonnes affaires hier. Alors on attend de voir. Espérons qu'on tombera sur le bon appel. Tony et Kojak, agents de la DEA en République dominicaine,
guettent l'arrivée d'un go-fast chargé d'1 tonne de cocaïne. Les hors-bords ne transportent pas que de la drogue. Les trafiquants traitent en espèces. Et ceux qui partent souvent dans le sud avec des montagnes de billets verts. C'est pourquoi les agents spéciaux ciblent également. D'après ce que je sais, l'argent sera là à 20h. Je t'enverrai les documents prouvant qu'il est arrivé à la banque sans problème. Dans la salle d'écoute, ils interceptent un appel au sujet d'une opération de blanchiment dans le secteur. Si l'information est exacte, le cartel laverait 5 millions de dollars d'argent sale par mois. Matt part immédiatement repérer les endroits suspects. On a repéré 2 commerces qui reçoivent de gros montants en espèces et qui blanchissent cet argent. C'est la même société, mais elle a 2 magasins en ville. De l'extérieur, rien ne distingue ces 2 boutiques de prêt-à-porter. On enquête sur une femme qui possède plusieurs boutiques en République dominicaine. C'est elle qui dirige cette organisation de blanchiment. On voit des gens aller et venir avec des cartons, on les entend parler de grosses sommes. On ne sait jamais à quoi s'attendre quand on débarque. L'argent ne reste jamais longtemps au même endroit. L'équipe doit intervenir avant qu'il ne s'évapore dans la nature. L'unité tactique est prête dans l'heure. Et comme il vise 2 cibles, Matt a confié la seconde équipe à Tony. Notre objectif est le premier magasin. On a souvent travaillé ensemble, on s'entend très bien. On est complémentaires. Pour cette descente, les flics d'élite de la division du renseignement dominicain seront le bras armé de la DEA. Le plan consiste à investir les 2 magasins simultanément pour qu'ils ne puissent pas se donner l'alerte. Elle ne va pas garder l'argent longtemps, donc tout réside dans le timing. Si on est bien coordonné, on pourra récupérer plusieurs centaines de milliers de dollars. J'ai briefé les gars, formé les équipes, on est sur le départ. On va perquisitionner. On s'arrache, allons-y. Je sais conduire, pas de panique. C'est là. Tu vois le mec en t-shirt vert? C'est au premier étage. On va se garer au coin de la rue et attendre que l'autre équipe nous signale qu'elle est en position. D'accord, on lance l'opération. À plus. C'est parti. Tandis que l'équipe de Tony entre dans le magasin principal, celle de Matt découvre le second. C'est un atelier clandestin, ils font des vêtements. Le bâtiment est vaste. Trouver l'argent relève de la mission impossible. On est dans un grand entrepôt. Il y a des tonnes de boîtes et on n'a pas encore commencé à les ouvrir. Il va nous falloir de l'aide. L'atelier est fermé et les portables confisqués pour que les ouvriers ne puissent pas prévenir les trafiquants soupçonnés d'opérer ici. Pour l'instant, on récupère les portables de tous les employés. Ensuite, on commencera à chercher. Si on ne trouve rien, l'affaire sera close. Ils changeront de numéro de téléphone et ils blanchiront les fonds ailleurs et se relocaliseront. Quelques minutes plus tard,
ils découvrent une valise semblable à celle qu'ils ont vue entrer et sortir du magasin. Elle était vide, mais j'imagine qu'elle contenait beaucoup d'argent. Il a été distribué, des gens sont venus le chercher. À 16 km de là, l'équipe de Tony fouille le magasin principal, sans plus de succès. J'étais à cran. Je me disais, pourvu qu'on soit pas déçus, pourvu qu'on trouve quelque chose. En coupure de 100 ou de 50, 1 million de dollars tient dans un sac de taille relativement réduite. S'il est ici, il ne sera pas facile de le trouver au milieu de ce fouillis. Mais tout porte à croire que les trafiquants l'ont déjà transféré ailleurs. Parfois on bouffe le chien et parfois c'est le chien qui nous bouffe. J'espère qu'il nous a pas bouffé cette fois-ci. Un instant plus tard, sur l'autre site, l'équipe de Matt découvre une première preuve concluante. C'était des piles de billets, ils ont été coupés. Il devait y avoir des paquets de liasses attachés ensemble. Et ils sont tellement blasés qu'ils les ouvrent au rasoir en découpant quelques billets au passage. C'est pas normal de trouver ça dans un atelier de confection, surtout dans cet état. De son côté, Tony vient de mettre la main sur ce qu'il cherchait. La vache! On a trouvé la caisse, mon pote. 1, 2, 3, 4, 5... La valise n'est pas pleine, mais on dirait bien des liasses de 1000. Combien? Attends. 33 000 $ à vue de nez. 33 000? Ok. Bonne prise. La gérante de la société vient d'arriver. Elle était allée faire une course. On est en train de l'interroger au sujet de l'argent. Il y a encore de l'argent? À part celui-là? Non, pas que je sache. Vous êtes sûr? Il n'y a rien d'autre? On peut vérifier? On le fera. Qu'est-ce que vous faites? Faites voir ce que vous faites. Attendez. Je veux voir combien vous avez. Sortez tout l'argent, où qu'il soit. Elle est un peu fuyante. Elle disait que c'était tout ce qu'elle avait, et puis elle s'est souvenue qu'il y en avait encore. Elle a sorti des liasses de plusieurs tiroirs où elles étaient cachées. Je pense qu'il y en a encore, parce qu'elle est nerveuse et pas tout à fait franche. Elle insiste beaucoup pour appeler son patron au Venezuela, mais on lui interdit de téléphoner pour l'instant. L'équipe de Matt n'a pas encore trouvé la grosse somme qu'elle cherche. Mais au magasin principal, celle de Tony tombe sur le jackpot. On a trouvé un autre carton avec encore plus d'espèces. Vous voyez? C'est comme ça qu'ils l'envoient, dans ces cartons. Punaise! Ils ont trouvé un autre carton avec quelque chose comme 40 liasses. Il y a plus de 100 000 $ là-dedans. Plus de 100 000 $. C'est une bonne prise. Impossible qu'un commerce comme celui-ci génère plus de 100 000 $. C'est évidemment du blanchiment. L'argent a été empaqueté et expédié ici. Une autre boîte? Ouais, je dirais 2, 3, 4. Dans les 40 000 de plus. 40 000 dans cette boîte. Peut-être 100 000 dans l'autre. Ouais, disons plus de 100 000. Ou l'équivalent. On dirait qu'il y a 40 000 $ en pesos. D'accord. On a fouillé que son bureau et on a trouvé un carton. Elle avait caché de l'argent dans les tiroirs, environ 40 000. La gérante, une mère de famille de 42 ans, est placée en garde à vue. On a arrêté la propriétaire de l'entreprise. On va prendre sa photo et ses empreintes et elle sera déférée devant un juge dans les 48 heures pour blanchiment d'argent. Je n'éprouve ni remords ni tristesse pour elle. Elle sait qu'elle blanchit l'argent de la drogue. C'est le bénéfice direct du trafic avec les États-Unis. Si elle est reconnue coupable, elle risque 10 ans de prison en République dominicaine. On a presque fini. Ça ne devrait plus être long.
Le succès de la descente ne se limite pas à l'argent saisi. L'atelier renferme une mine de renseignements précieux pour la DEA. On récupère un tas de documents financiers. On va devoir traiter ce gros carton, éplucher les numéros de téléphone et les vérifier. On embarque les preuves et la prisonnière et on rentre au QG. Il faut examiner les documents, finaliser les comptes et incarcérer la suspecte. Je suis content et je le saurai encore plus quand on saura exactement combien on a saisi. C'est une réussite, oui. Ça donne une bonne poussée d'adrénaline de battre les cartels. On se sent comme un gamin. Voilà le total. Plus d'un demi-million. Ouais, mon pote. On est les champions. Plus d'un demi-million. On a fait un carton. Je ne pensais pas qu'on allait faire une aussi bonne prise. C'est vraiment un gros coup. Il est minuit passé et on vient de finir. On a 527 000 $, une arrestation et 2 voitures saisies. La journée a été longue mais profitable. Je pense qu'on a démantelé l'organisation. On a frappé un très gros coup. L'élimination de la chaîne de blanchiment est une grande victoire. Mais Matt, Tony et Kojak brûlent d'arrêter les trafiquants qui envoyaient les fonds. Elle reçoit de l'argent et le blanchit. Et il vient bien de quelque part. Ce sont les individus qui l'appellent qu'on doit viser maintenant. Parce que ce sont eux qui l'alimentent. Et l'arrivée imminente du Go Fast qu'ils surveillent pourrait leur fournir une occasion en or. Kojak et Tony vont emprunter un hors-bord saisi par leur service. Ils partent repérer les plages isolées où le bateau attendu dans la semaine pourrait accoster. On nous a parlé d'un endroit utilisé par les Go Fast qui acheminent les stupéfiants. Ils viennent tous dans ce secteur. Alors toi et moi, on va inspecter la zone où on pourrait trouver ces types. Ouais. Je sais pas nager. Ma fille a essayé de m'apprendre ce week-end dans le petit bain. Non, je veux pas me baigner. Ça déchire! Nom de Dieu! Oh bon sang! Je vais faire dans mon froc! Je suis officiellement terrifié, les gars! Quand je pense que les passeurs font toute la traversée depuis l'Amérique du Sud, 25 heures dans un Go Fast, faut vraiment être désespéré pour faire ça. Moi, je ne pourrais pas. Comment on assure? Je veux. On est comme ça. On va leur faire l'explosion. L'explosion au ralenti. Vous voyez, avec nous, ça pète. Il y aura sûrement 2 ou 3 mecs et de la cam jusqu'à rabord. Ils aiment bien ces bateaux longs et filés. Avec des moteurs puissants, ils volent carrément au-dessus de l'eau. Ça va vite. Et là, tu vois? Il a cassé mon bateau. Eh ouais, c'est cassé. On s'en occupera plus tard. Ils ont aussi une bâche. Ils la mettent dès qu'on les survole. Et sur l'océan, en plein soleil, on ne voit plus rien. Sur l'eau, ils sont imbattables. Comment voulez-vous qu'on les arrête? À moins de démolir leur bateau. On joue au chat et à la souris. C'est difficile. On a mis le cap à l'est.
Encore une quinzaine de kilomètres, les gars. Encore 15 kilomètres dans cette direction. C'est là que les passeurs amènent leur go fast. Vous imaginez ça? Vous avez vu comme la mer est dure à cette heure-ci? Ces mecs-là arrivent à 2 ou 3 heures du matin. C'est du suicide. Exactement, du suicide. C'est exactement ça. Tony, qui se sent si mal à l'aise sur l'eau, a pourtant des liens profonds avec l'île. Ses parents ont émigré de la République dominicaine aux États-Unis pour offrir un meilleur avenir à leurs enfants. Mais la violence des rues du Bronx les ont vite fait déchanter. Quand j'étais petit, il y avait beaucoup de drogue dans mon quartier. Je connais plein de gens avec qui j'étais au lycée qui se sont fait descendre ou qui ont écopé de 20 ans pour meurtre. Il a su très tôt qu'il serait du côté des forces de l'ordre. Je me souviens d'une descente de la DEA dans ma rue. C'était la panique. Tout le monde criait « Les flics, les flics !» Et moi je me suis dit « Voilà ce que je veux faire !» Il sert 10 ans dans la police avant d'entrer à la DEA pour la plus grande fierté de son père. Mes parents ont fait de grands sacrifices pour s'assurer que je prenne la bonne voie. Au crépuscule, ils explorent un site de débarquement potentiel. C'est tout à fait le genre d'endroit où ils déchargent la drogue. Normalement, quelqu'un les attend. Toute une équipe attend leur arrivée. Si le bateau qu'ils surveillent accoste ici, il aura parcouru la moitié d'une route d'approvisionnement qui part d'Amérique du Sud. Ces images, filmées par un avion des douanes, montrent une étape cruciale de la distribution. Un petit appareil colombien bourré de cocaïne atterrit non loin d'une plage reculée. La cargaison est immédiatement transférée à bord d'une flotte de go fast au mouillage. Quelques minutes plus tard, les bateaux sont chargés d'1 à 2 tonnes de cocaïne. Ils descendent un estuaire et gagnent la pleine mer. Ils essaiment ensuite vers la République dominicaine et d'autres destinations des Antilles, d'où la marchandise sera acheminée vers les consommateurs du monde entier. Les passeurs effectuent la traversée en 2 ou 3 jours, traqués en permanence par les forces de l'ordre. On risque gros. Dans ce business, on récolte du sang ou de l'argent. On part, mais on ne sait jamais si on rentrera. Cet homme, appelons-le José. C'est un trafiquant de cocaïne et capitaine de go fast qui a effectué de nombreux voyages vers le nord. Mon rôle est de protéger la drogue. Vous comprenez? Pour José, la DEA n'est pas la pire menace. Ce sont les autres membres d'équipage. Car chaque homme à bord a 300 millions de raisons de craindre ses compagnons. On ne peut se fier à personne en mer. Ils sont capables de vous tuer. On a un avantage sur les trafiquants. On peut se faire confiance, pas eux. Ils se retournent contre leurs partenaires. Ils passent leur temps à se trahir. Il faut être très vif. Sinon, on se fait capturer, ou même pire. On peut y laisser la vie. Mais la mer des Antilles couvre près d'1,5 million de kilomètres carrés. Et malgré le danger, 8 go fast sur 10 s'en tirent. C'est très dur de les prendre sur le fait. Il nous faudrait des contacts dans l'eau, dans les airs et sur terre. C'est pour ça que c'est si difficile pour nous. Pour les contrer, la DEA n'a pas d'autre solution que de savoir où et quand ils vont accoster. Grâce aux interceptions téléphoniques, Tony et Kojak disposent peut-être de cette information.
Prenez votre temps. Attendez-nous les gars, on arrive. On vient vous chercher. Vous n'y échapperez pas. Le lendemain, au QG de la DEA, Tony et Kojak sont en alerte. Le Go Fast qu'ils attendent refait parler de lui. Ils se dirigent vers l'île. Allez, en piste. Qui vient avec moi? Le capitaine du Go Fast prévoit de livrer sa cocaïne dans l'heure. Les endroits où ils ont l'intention de débarquer la drogue ont été localisés. On va rejoindre les hommes qui sont déjà sur place et prendre nos positions. C'est l'ultime confirmation. L'équipe se dirige vers une petite plage où elle doit retrouver un détachement de l'unité des enquêtes sensibles de la police dominicaine. L'équipage du Go Fast compte débarquer la cocaïne sur une plage isolée où des complices la chargeront dans des 4x4. On sait qu'ils sont armés et qu'ils ont au moins 18 à 20 personnes sur le site. Alors oui, c'est très dangereux. Soyez rapides, agissez vite. C'est une aiguille dans une botte de foin. Et dans le noir. Ouais, surtout dans le noir. C'est un endroit très reculé et sombre. C'est parfait pour eux, ils le savent. C'est pour ça qu'ils choisissent ces sites. C'est l'idéal pour eux. Voilà le point de rendez-vous. Il fait plus sombre que je pensais. Les interceptions téléphoniques prouvent qu'ils communiquent. On attend les appels qui nous indiqueront que l'opération est en cours. Les écoutes leur apprennent que le bateau mouille à 2 pas de la plage. Il attend l'arrivée des 4x4. Il n'y a aucun mouvement sur le rivage, alors on attend. Je suis tendu. Pourquoi ils n'appellent pas? Les flics veulent pincer l'équipage et les acheteurs venus chercher la drogue. Les trafiquants risquent des millions de dollars et leur liberté. Ils pourraient bien se battre pour défendre leur cargaison. La DEA n'aurait pas une chance sans l'appui de l'unité des enquêtes sensibles. 4 soldats basés non loin viennent renforcer leur puissance de feu. On va couvrir les 2 entrées. Préparez-vous à attaquer immédiatement. S'ils nous sautent dessus avant qu'on ait sécurisé les issues, ils vont nous dévorer vivants. Fais-nous signe tout de suite si tu vois sortir un véhicule. On t'appuiera. Les passeurs qui transportent de la drogue sont prêts à ouvrir le feu sur la police dès qu'elle se montre. C'est connu. Tony, lui, craint de se faire tirer dessus par son propre camp. Dis bien à tes gars de faire attention aux tirs croisés. Tout le monde sait que je porte un maillot des Yankees. Génial, non? C'est pas moi qui me ferai descendre. Soudain, il capte une conversation. Mais les nouvelles ne sont pas bonnes. On a intercepté un appel de quelqu'un prévenant les autres d'une présence policière et leur demandant de ne pas amener les véhicules sur la plage. Les acheteurs ne viendront pas. Il ne reste plus qu'une chose à tenter, foncer pour arriver au bateau avant que l'équipage ne rembarque la cocaïne et ne reprenne la mer. Il faut réagir au quart de tour. On doit y aller. Allons-y. Ils essaient de se tirer. Au sortir de la jungle, ils aperçoivent enfin leur proie. Le Go Fast est toujours là, à 18 mètres de la plage. L'arrivée d'un hélicoptère de la police pousse l'équipage à un geste désespéré. Ils sautent à l'eau. Ils ont couru se jeter dans l'eau. Ils ont balancé la drogue aussi. Une curieuse chasse à l'homme s'ensuit.
Quand on a déboulé sur la plage, l'adrénaline coulait à flot. Les gars criaient « Ils sont dans l'eau, ils sont dans l'eau !» Alors on a couru vers le bord, mais on voyait rien. Et on est resté en plan. Impossible de dire si l'équipage a nagé vers le large ou s'il a tenté de se glisser sur la plage. Tu les vois? J'ai entendu quelque chose. Des criquets? Non, c'est pas des criquets. C'est pas des criquets, vieux. À l'évidence, les trafiquants se cachent dans les fourrés. J'ai entendu quelque chose. Sans doute armés et dangereux. On dirait un éternuement. On a une brigade cynophile sur place? C'est lui qui les a vus le premier. Il fait signe qu'ils sont par là. Après 10 minutes de recherche fiévreuse, l'équipage du bateau est enfin arrêté. Pas un seul coup de feu n'a été tiré. Ce sont des Vénézuéliens. Ils sont fatigués, ils ont soif et ne sont pas armés. Ils ont tenté de s'échapper pieds nus sur du corail. Ils ont les pieds en sang. Malheureusement, le Go Fast est vide et la coke a disparu. On se demandait où était la cam. Et à ce moment-là, quelqu'un a dit « C'est quoi ce truc là-bas » Viens voir! Bravo les mecs, juste sous votre nez. Ramène tes fesses! Bien joué mec. Ramène-toi! Fouillez tout, nettoyez le secteur. Regarde-moi toute cette cam, vise-moi ça. La vache, venez par ici, embarquez-moi tout ça. Il en sort de partout mec, il y en a des tonnes. C'est les ballots qu'ils ont laissés en partant. C'est un bon prétexte pour s'en jeter un. Regardez la taille des paquets. Une bonne saisie comme celle-ci, c'est mieux que de trouver de l'or. On est comme des enfants qui découvrent le cadeau dont ils rêvaient sous le sapin de Noël. Chaque ballot pèse 30 kilos. 30 kilos x 48. Fais le calcul, je suis nul en maths. À première vue, ils ont saisi plus d'une tonne de cocaïne colombienne. Il y a plus de 1000 kilos. Une tonne. Ouais. Une tonne de coke. Qui a trouvé la dope? C'est lui. Qui l'a trouvé? Je suis bon à quelque chose. Le pilleur de coke. Le radar à coke. Lâche-moi. Tu m'as mis KO, mec. Mais après la joie vient une très mauvaise surprise. Une nouvelle interception leur apprend qu'ils sont épiés. On a capté un appel d'un homme qui disait à son boss qu'il était présent et qu'il surveillait nos mouvements. Un trafiquant, peut-être armé, se dissimule non loin et transmet des informations au chef de cartel. Quelqu'un nous espionne, téléphone à la main. Il nous regarde de sortir les sacs. Je vais demander à l'hélicoptère de revenir nous éclairer. Comme ça, on pourra faire une vraie battue. Le site est loin de tout et il faisait très sombre. Alors il était très facile de se cacher. On était désavantagés parce que la personne savait où on était et qui on était. Mais nous, on ne savait ni où ni qui il était. On était incapable de localiser ce type qui nous observait. On a essayé sans y parvenir. C'était dangereux. C'est alors que la surprise vire à la consternation. Il dit qu'il y a une taupe. Le type a décrit notre position exacte. Et il a dit qu'il me posait 1000 questions. La personne qui transmet les informations par portable est sans doute l'un des soldats qui ont rejoint l'équipe avant l'opération. Un membre des forces armées a été envoyé par les trafiquants pour les informer sur ce qui se passe ici pendant la livraison de la drogue.
Le boss avait ordonné à un des soldats de se renseigner sur ce qu'on avait, ce qu'on savait, ce qu'on faisait et ce qu'on allait faire. Les téléphones portables des militaires sont confisqués. Mettez-vous sur un rang. Tout le monde en ligne. Videz vos poches. Les gars essaient d'identifier l'individu. Ils procèdent par élimination, ils les écartent l'un après l'autre pour trouver le bon. Quoi, comme ça? Très déprimant. Mais la fouille ne donne rien. L'équipe de la DEA ignore toujours l'identité du traître. C'est comme verser de l'eau dans un tonneau percé. C'est ce qu'on ressent quand la corruption gangrène une enquête des stupes. 19. Il y a toujours une pomme pourrie dans le panier. Ça ne veut pas dire que les autres sont gâtés. La nuit s'achève sur un mystère qui reste entier. C'est le bateau qui leur a servi à transporter la marchandise depuis la Colombie. S'ils avaient essayé de s'enfuir, on ne les aurait jamais pris. Il a 3 moteurs, 250 chevaux chacun. C'est ridicule. Les membres de la DEA ont frappé fort en capturant ce Go Fast. Mais ils ont eu de la chance. On sait à présent pourquoi les passeurs n'ont pas fait demi-tour et repris la mer après l'irruption des flics. Panne d'essence. Ils n'avaient plus assez de carburant, c'est pour ça qu'ils attendaient. Quelqu'un devait leur en apporter, mais on a été plus rapide. Pour ça, on les a battus. C'est une bonne prise. Au final, il s'agit de la plus grosse saisie de toute l'histoire de la République dominicaine. Un point pour les États-Unis, pour la DEA. Aujourd'hui, ils célèbrent une victoire bien méritée. Demain, la guerre continue. On peut saisir tous les stupéfiants, tout l'argent du monde. Ils rouvriront boutique le lendemain. La guerre de la drogue n'a pas de fin. On doit poursuivre la lutte parce que ces gens-là ne cesseront jamais. Le seul moyen de les arrêter, c'est de les envoyer en prison. C'est un dur métier, mais Dieu merci, on le fait bien à la DEA.